D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et prier pour nos hommes, nos deux hommes qui sont partis dans cette situation extrêmement difficile pour la commune de Katabaoum. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a de cela une semaine, nous avons assisté à une mort d'homme dans la commune de Kataba, dans le village de Dombondir. Donc, comment ça s'est passé? Je voudrais rapidement vous le tracer. Je disais, il s'agit d'un coup volontairement porté par un individu du nom de Boubacar, Bouba, comme on a l'habitude de le dire dans le village, qui d'abord était un fils de Dombondir. Un fils de Dombondir parce qu'il avait grandi dans ce village. Mais après quelques moments, on l'avait retiré, il s'était retiré vers la Gambie, où désormais il résidait. Il a appris là-bas un métier qui était un métier de conducteur. Et il travaillait au niveau de la Gambie comme conducteur de camion Ben. Et il a fait beaucoup de services à ce niveau-là. Alors donc, mais quand il partait en Gambie, il avait laissé sa famille à Dombondir. Sa famille était toujours restée à Dombondir. Malheureusement, quand ces temps-ci, ces jours-ci, Bouba avait appelé à son frère pour lui dire qu'il était malade en Gambie. Wow, qu'il était malade et qu'il souffrait beaucoup. Alors son frère lui a dit, bien, je suis d'abord trop pris, mais après je viendrai vers vous pour voir comment ensemble nous allons trouver une solution par rapport aux maux dont vous souffrez. Entre-temps, un des amis de Bouba téléphone encore de frère pour lui dire, mais ton frère est là, il est sérieusement malade, il faut venir le récupérer et l'aider à se soigner. Bien. Mais jusqu'ici, on n'a jamais dit qu'il avait une dépression mentale, il était frappé de quoi que ce soit. On lui disait que peut-être il avait le corps, tout le corps qui lui faisait mal et qu'il fallait venir le récupérer, etc. Le frère est allé, il s'est déplacé pour aller le récupérer en Gambie. Et lorsqu'il est arrivé en Gambie, il a pu le récupérer, il l'a amené. Et il est arrivé juste le lendemain, le frère lui disait que j'ai formé avec mes frères, mes cousins d'ici, un club pour déterrer les arachides, un club de travail. Et nous devons aujourd'hui aller dans le champ de quelqu'un pour aller déterrer des arachides. Alors, maintenant, moi je m'en vais, tu restes ici, je reviens. À peine le frère est parti dans le champ, vers 10 heures, Bouba a pris un coupe-coupe et un bâton pour aller vers le troupeau, hein, d'abord du chef de village, Abdoulaye Sagnan. Et son vrai nom s'appelle Abdoulaye Sagnan. Alors il est allé directement chez lui, et quand il est arrivé dans le troupeau, il a trouvé d'abord le berger qui posait ses traits habituels. Comment il s'appelait le berger? Je n'ai pas précisément son nom, parce que c'est des gens qui venaient prendre un peu de qui. Alors donc, il a menacé le berger en premier lieu. Alors, pour le berger, peut-être c'était des menaces simples, etc.
Mais quand il est allé jusqu'à prendre le coupe-coupe et couper le pneu sur lequel, le pneu du vélo sur lequel le berger était monté, le berger a jeté le vélo et il a compris que ça c'est sérieux. Il s'est en allé. Mais il a pris fuite. C'est ainsi qu'il est arrivé au chef. Et dans les altercations, etc., il l'a assommé. Pour le chef, il l'a assommé par le gourdin, au niveau de la nuque. Il l'a abattu. Et quand il l'a abattu, il s'est mis à frapper jusqu'à vraiment ce que ce dernier a rendu là. Bon. Le neveu du chef, ayant entendu des propos à ce nid, était allé, lui, vraiment, pour s'enquérir de quoi il s'agissait. Son neveu aussi, je n'ai pas retenu son nom, mais vous aurez peut-être la précision au niveau de Demonier. Alors donc, quand il est arrivé, le gars a commencé des menaces vers le neveu. Donc c'est dans les échanges de propos, que le gars sentant les armes de l'autre et que lui n'avait pas d'armes, il a voulu reculer un peu pour prendre du pas et peut-être finalement faire comme ce que le peuple avait fait. Mais malheureusement, il a été retenu par des liens qui lui ont fait tomber. Et quand il est tombé, le gars l'a trouvé là-bas, il a assommé son coup d'abord. Et quand il est tombé, il savait que pour l'empêcher de courir, il a coupé toutes les articulations. C'est avec d'abord ça qu'il a eu à le maîtriser pour l'assommer définitivement et le mettre à mort. Ensuite, il a mis les corps quelque part. Il a cherché des feuilles pour aller couvrir ça, etc. Et c'est maintenant, quand il a fini de faire son métier, personne après ne devait savoir que voilà ce qu'il a fait. Malheureusement pour lui, bon, c'est là où on doute vraiment de son état là. Malheureusement pour lui, il prend un peu dans le troupeau et il le tire vers chez lui, vers là où il loge. Quand il arrive, il trouve là-bas la femme de son frère qui l'a amené. Il dit, mais comment où est-ce que tu as cherché le bœuf là, etc. Il a dit, j'ai eu de haute lutte. C'est un bœuf que j'ai eu de haute lutte. Donc, vraiment, tu n'as pas à me demander. Alors, comme déjà, il commençait à menacer, la femme est allée déjà son mari. Son mari était revenu déjà après. La femme a dit ça à son mari. Le mari est venu s'inquiéter de la situation, lui demander où est-ce qu'il a eu le bœuf. Il a dit, le bœuf là, je l'ai obtenu de haute lutte. Et d'ailleurs, je crois que c'est une lutte qui a été difficile. Mais quand même, j'ai été victorieux par rapport à la lutte. Alors, donc, le frère qui s'appelle Pape Koli ne comprenait plus rien de ce qu'il lui disait. Alors, parce que Pape était étonné. Et Pape voulait vraiment comprendre. Mais comme déjà, lui, il avait l'arme là, il est allé sortir même l'arme qu'il a utilisée pour se battre. Et quand il a vu l'arme, il a vu le sang, il a vu le coupe-coupe, Pape s'est rendu vite compte que c'est celui-là qui a fait les dégâts là. Donc il a alerté la population pour leur dire, vraiment le meurtre est chez moi. Wow, parce que je sais que c'est lui qui a fait ça. Et on a alerté par la suite la gendarmerie qui est venue le maîtriser et ensuite l'amener pour le détenir au niveau de la gendarmerie territoriale de Djourno. Voilà. Donc en gros, voilà comment ça s'est passé réellement. Okay. Maintenant, en tant que maire, lorsqu'on vous a été informé de la situation, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Nous d'abord, on est resté en contact avec l'administration. D'abord, on s'est communiqué avec le sous-préfet
qui est là, qui est le sous-préfet de Diouloulou. On s'est communiqué avec la gendarmerie. Ensuite, ce jour-là, je ne me sentais pas bien. J'ai déplacé mon adjoint avec le véhicule qui est allé au lieu du drame pour aller constater les faits. Et ensuite, nous avons demandé à la population vraiment de se maîtriser par rapport à la situation. Parce que nous, c'est ce que nous pouvons faire. Lorsqu'il y a des drames de ce genre, pour éviter le chaos ou le pire, nous sommes obligés d'appeler la population au calme, à la sérénité. Et c'est ce que nous avons fait d'abord. Discuter. Heureusement, nous avons trouvé une population très disponible, une population très croyante, parce que tout de suite, chacun s'est rendu à Dieu. Et comprendre que c'est un destin. C'est un destin et que seul Dieu est le maître de tout cela. Alors donc, nous avons été aidés par les marabouts, l'imam qui a beaucoup amené les gens à la foi, et ensuite aider ça par d'autres biens, parce que vous savez, c'est des parents. C'est des parents entre eux. L'auteur du drame, il est même neveu de la famille du chef du village. Voilà, il est même neveu de la famille du chef du village. Alors donc, c'est des parents entre eux, et nous, notre devoir premier, c'est d'amener les gens au calme. Et ce que nous avons pu réussir avec les populations, et je crois que je remercie au passage, parce que jusqu'ici, hier même j'étais là-bas, leur présenter des condoléances encore une fois, bien que j'ai assisté à l'enterrement également. Et donc, aider également les populations, parce que quand vous le savez bien, quand il y a des situations de drame comme ceci, il n'est pas autorisé directement un enterrement sur place. Il faut permettre les autorités judiciaires de faire leur travail. L'autopsie, etc., de faire le travail. Et après les enquêtes de la gendarmerie, nous sommes vraiment, on a aidé, on a recommandé, même si on ne s'est pas déplacé. Mais on a appelé au niveau de la gouvernance pour demander au gouverneur de faciliter les procédures pour que les parents-là, dans la situation que nous connaissons au niveau de Domoni, puissent avoir le plus tôt les corps et les enterrer, pour que les choses puissent vraiment se calmer de plus en plus. Parce que tant que l'enterrement n'est pas fait, ça devenait plus compliqué davantage pour nous, etc. Et je remercie le gouverneur qui a été très compréhensif à ce niveau. Lui-même, quand je l'ai appelé, et que quand le sous-préfet l'a appelé, il me disait que je n'attends que eux. S'ils viennent, nous allons leur donner des rouages pour qu'ils puissent vraiment, le plus rapidement possible, posséder de tous les papiers administratifs et pouvoir procéder vraiment à la récupération, à l'enlèvement des corps et à l'enterrement qui a été fait le mercredi dernier, à la présence de tous les chefs de village de la commune qui sont allés témoigner et rendre un adieu à leurs frères. Et donc, ensuite, à l'ensemble de toute la population, tous les villages, la population des villages environnants qui ont eu aussi à témoigner des relations que le défunt avait avec eux. Tout le monde le sait, Dombondi, pour ne pas dire Kataba, est dans une zone frontalière. Et quand on dit zone frontalière, il y a forcément insécurité. Donc, quel appel, en tout cas, quelle est la situation? Bien. Bon, la précision que je veux dire d'abord, c'est que le drame là n'est pas lié à une insécurité sur la frontière. Ça, je voudrais donner cette précision-là. Ce n'est pas lié à une insécurité sur la frontière. Ce drame-là, c'est un drame dans Dombondi. C'est comme
comme on le disait, même si Domboni n'était pas dans la frontière, même si Domboni était ailleurs, si ça devait arriver entre les gens de Domboni. Je vous ai dit que c'est un fils qui a grandi à Domboni et qui est parti résilier en Gambie. Donc, il n'y a rien à voir avec la frontière. Mais, comme vous le dites, toujours comme vous le dites, nous, au niveau de la frontière, c'est vrai, il y avait l'insécurité dans le temps. Mais aujourd'hui, nous avons pu constater que tout progressivement revient à la normale. Nous avons beaucoup d'activités avec nos frères gambiens. Nous avons beaucoup d'activités et nos frères gambiens ont beaucoup d'activités avec nous. On se fait beaucoup d'échanges, etc. Et les gens circulent librement entre la Gambie et le Sénégal. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, et quand on a appris la nouvelle, les gens pensaient à un vol armé, on vole une bande de voleurs armés, des contrebandiers. Mais il n'en est pas de cela. Il n'en est pas du tout de cela. Je vous ai dit, c'est un individu. Il n'a pas été accompagné par quelqu'un. Il n'a pas été guidé par quelqu'un. Et c'est des précisions. Donc, c'est vrai que la sécurité, c'est un peu partout. C'est comme partout au Sénégal. Nous avons l'insécurité, même à Dakar, où nous sommes entourés comment dirais-je, des forces de sécurité. Bon, il y a que par moment des crimes de ce genre arrivent. On abat comme ça des gens, etc. C'est des choses, c'est une sécurité de manière globale qu'il faut gérer par des aspects de morale, de morale qu'il faut donner aux gens. C'est-à-dire que moi, plutôt que d'insister sur renforcer les forces de sécurité, etc., etc., il faut qu'il y ait des communications. Il faut que les gens travaillent sur des communications avec des populations, avec des jeunes, avec tous ceux qui sont là, pour que vraiment les jeunes croient plus à leur pays, croient à ce qu'ils ont dans leur pays, plutôt que de croire qu'ils sont abandonnés, plutôt de croire qu'ils sont dans une situation telle qu'il leur faut faire des choses qui ne sont pas aujourd'hui des choses bien appréciées par les populations.